Bonsoir à tous. Comme chaque semaine, le Ndimba a choisi d'aborder un thème d'actualité, l'économie gabonaise. Un thème qui fait couler beaucoup d'encre, vu la chute du cours du baril du pétrole. Pour en parler, nous recevons ce plateau le ministre du Développement durable, de l'économie, de la promotion, des investissements et de la prospective. Régis Simongo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous allons faire plus ample connaissance, Monsieur le Ministre, à travers le reportage qui suit. Tout de suite après, nous reviendrons avec un petit questionnaire du Ndimba. Personne ne pourra jamais dire du ministre Imongo que l'économie n'est pas son affaire. Tout dans son parcours tente à le démontrer. Régis Imongo est d'abord titulaire d'un DEA en sciences économiques, décroché à Nanterre, après une maîtrise de sciences éco obtenue à l'UOB, mais aussi d'un diplôme de l'école des services du Trésor de Noisiel en France, obtenu juste après son DEA. Sa carrière professionnelle, le jeune économiste la commence en 1989, au Trésor public gabonais, où il restera pendant 10 ans, grimpant les échelons depuis son poste de chef de service jusqu'à celui de directeur de la programmation des ressources et règlements et trésorier provincial. 10 années pendant lesquelles il ne rechignera pas à se spécialiser, notamment à Washington, au sein du Fonds monétaire international. En 2000, sa carrière prend un nouveau tournant. Régis Imongo est nommé inspecteur général des missions diplomatiques et postes consulaires au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. De 2002 à 2009, c'est au ministère de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation de l'époque qu'il servira l'État gabonais en tant que conseiller financier du ministre d'État chargé des relations avec les institutions financières internationales. Il assume en parallèle les fonctions de président et vice-président au sein de différentes commissions, cellules et comités, dont celle du groupe d'intérêt EITI, où il est nommé secrétaire permanent. En 2010, notre actuel ministre de l'économie franchit un palier supplémentaire dans le monde de la politique avec son élection en tant que député dans la circonscription de Mulundu-Lastourville lors des élections partielles de juin 2010. Vient ensuite le temps des ministères, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques de 2009 à 2012, de l'industrie, des mines et du tourisme de 2012 à 2014. Depuis le 3 octobre 2014, Régis Imongo est ministre de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Récemment, lors du dernier remaniement gouvernemental, il a été nommé ministre du Développement durable, de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Il est aussi commandeur de l'Étoile équatoriale et grand officier du mérite national. Est-ce que ce portrait de la rédaction du Ndimba vous convient, Monsieur le Ministre? Dans l'ensemble, il me convient. Et je voulais rebondir. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais quelqu'un d'inconnu du public. C'est un peu ma nature. Je suis quelqu'un de l'ombre qui aime évoluer en dehors de toute visibilité. Mais dans cette première partie, nous allons quand même encore faire plus ample connaissance. C'est pourquoi nous avons 6 questions à vous poser, Monsieur le Ministre. La première, quel est votre principal trait de caractère, Régis Imongo? La patience et le silence. La patience et le silence. Quelle qualité attendez-vous de vos collaborateurs? Disponibilité, sincérité, loyauté et fidélité. D'accord. On nous a dit que vous étiez un véritable chercheur de tête également? Vous savez, là, je pense que c'est normal. Et quand vous voyez le chef de l'État, c'est un véritable chercheur de tête. Il cherche à avoir la compétence et l'expertise. Donc nous devons absolument tout faire pour booster les Gabonais, pour se surpasser afin de sortir le meilleur au niveau de la production. C'est cela. Donc on va dire une certaine exigence. Alors quel serait le défaut que vous ne supportez pas auprès de vos collaborateurs ou autres personnes? Bon, je peux dire la paresse et puis l'arrogance. La paresse et l'arrogance. Quel est votre passe-temps favori, Régis Imongo? Football, un peu musique, voilà. La musique. D'accord. Vous êtes mélomane. Vous jouez d'un instrument peut-être? Je joue, voilà. Je chante. Voilà. Vous chantez? Oui, aux heures perdues, voilà. Aux heures perdues? On n'aura pas un petit extrait, non? Malheureusement, parce que... On verra peut-être après à la fin de l'émission. Votre auteur préféré? Bon, je dirais James Robinson, parce que j'ai vraiment apprécié son bouquin, son livre
Why Nation Fail, pourquoi les nations échouent. Dans cet ouvrage, en fait, il montre l'importance des institutions inclusives pour la prospérité des nations. Il part d'une comparaison simple. On se rend compte que certains pays ont réussi, d'autres non. Oui. Et quand on voit, tout est lié même à la configuration, à la fois institutionnelle, et surtout la façon avec laquelle l'économie se construit. Donc c'est un ouvrage qui m'intéresse et depuis que je l'ai lu, je peux considérer que c'est mon livre de chevet, parce qu'il met en exergue des aspects de patriotisme humanisé à travers Non, en dehors de l'économie humanisée, c'est une économie avec responsabilité, qui fait ressortir des notions d'aspects endogènes de l'activité économique, et surtout du côté patriote de l'économie. Ça c'est très important. Le patriotisme économique, c'est une valeur que je trouve indispensable pour la construction de nos économies. C'est des pays africains qui se recherchent et qui veulent déplacer le curseur pour devenir des pays émergents. J'ai une dernière question, Régis Simongo. Quelle est votre devise? Ma devise à moi, c'est toujours mieux faire, être fidèle, loyal et reconnaissant. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir accepté cette interview question pour mieux vous faire, en tout cas, pour nous permettre de mieux vous comprendre. Maintenant, Régis Simongo, nous avons fait connaissance, donc on va parler d'actualité avec la chute du cours du baril de pétrole. C'est le prochain reportage de la rédaction d'Unzimba. C'est une chute vertigineuse, du jamais vu depuis 12 ans, et ce n'est peut-être pas terminé. Chronique d'un mouvement de yo-yo. De juillet 2004 à juillet 2008, le prix du brut n'a cessé de grimper jusqu'à son sommet de 147 $, avant de plonger en quelques semaines à un peu plus de 36 $. L'or noir a ensuite entamé un nouveau cycle de hausse, hissé par une offre insuffisante, une forte demande de la Chine et des tensions géopolitiques, jusqu'à un nouveau retournement en juin 2014. Depuis, c'est la dégringolade. Le baril de Brent a perdu 70% de sa valeur. Plusieurs facteurs se conjuguent. L'explication fondamentale qui a fait basculer les marchés à l'été 2014 et qui perdure, c'est la surproduction mondiale. D'un côté, jusqu'à la mi-2015, la production de pétrole de schiste des États-Unis a continué de progresser. De l'autre, l'Arabie saoudite, qui veut préserver ses parts de marché, n'entend pas réduire sa production. En fait, les Saoudiens voudraient que les autres pays de l'OPEP, qui produisent tous à pleine capacité, réduisent eux aussi leur production. Ceux-ci ne le faisant pas, ils ne veulent pas jouer seuls le rôle de variable d'ajustement. Au total, l'écart entre capacité de production mondiale et demande mondiale de pétrole est considérable. Il y a trop de pétrole sur le marché. Autre explication, le dollar. La devise américaine augmente depuis des mois contre les monnaies des principaux partenaires des États-Unis. Quand le dollar monte, il renchérit le prix d'achat du pétrole libellé en billets verts pour les pays émergents dont les devises baissent. Les marchés anticipent, dans ce cas, une baisse de la demande, ce qui fait baisser le prix du baril. Conséquence au Gabon, la baisse des prix du pétrole amorcée depuis le second semestre 2014 se traduit par des effets négatifs sur les recettes d'exportation et partant une baisse des recettes budgétaires pour l'État. Elle entraîne un ralentissement des investissements dans le secteur pétrolier, ce qui réduit l'activité des parapétroliers et autres prestataires. Au niveau des finances publiques, la chute des recettes pétrolières a occasionné une baisse de 21,9% des recettes budgétaires en 2015. Régis Simongo, nous venons donc de suivre ce reportage de la rédaction de Unzimba. Nous souhaiterons vous poser cette question. Comment se porte l'économie gabonaise dans le contexte de la chute du prix du baril du pétrole ? Si je vous disais que l'économie gabonaise était en parfaite forme, vous direz, mais le ministre de l'économie raconte n'importe quoi. Il veut inciter les Gabonais à ne pas être prudents. Vous avez suivi le reportage fait. Il est clair qu'aujourd'hui, avec la détérioration très forte des thèmes de l'échange, parce que nous passons d'une situation où nous constatons une chute brutale des coûts du pétrole. Oui. Disait 70%, presque, ça dépend du point de départ. Si on part en début janvier 2014, on dirait même de toute façon 73-75%. Ça signifie que c'est fort. Parce qu'en dehors des coûts du pétrole, nous avons aussi une détérioration des thèmes d'échange qui est liée à la décroissance des autres matières premières. Par exemple, le manganèse, le fer, ainsi de suite, même si on ne produit pas le fer, l'or.
Donc il y a cette situation qui est là, qui en fait attaque de façon frontale les pays exportateurs de ressources naturelles. Cette situation incite absolument à révisiter les cadres macroéconomiques et de prendre des mesures qui visent à la fois à renforcer l'activité économique, essayer d'atténuer le choc brutal pour que nous n'arrivions pas en fait à une crise économique élargie. Pour le faire, il faudrait prendre des mesures très fortes qui visent à revoir la trajectoire de l'économie en ayant comme élément fondamental dans ce contexte précis, c'est de maintenir la viabilité des finances publiques. C'est très important. Régis Simongo, pour ceux qui nous comprennent et qui vous écoutent actuellement, les coûts à l'extérieur sont bas, mais vous dites que l'économie au niveau du Gabon est maintenue, la croissance. Non, je vous ai dit que si je vous disais qu'avec la baisse des coûts du pétrole, l'économie gabonaise se portait à merveille comme avant, je vous dirais que c'est du mensonge. Oui. Donc nous subissons ce choc parce que l'économie gabonaise dépend encore du secteur pétrolier. Si nous considérons le secteur pétrolier en se limitant, ça c'est quand on élargit à la raffinerie, au service pétrolier, donc on arriverait à 40. Mais si vous enlevez la raffinerie, vous enlevez le service pétrolier, c'est de recherche, nous sommes à peu près à un niveau de 26 ou 27%. Mais c'est considérable en tenant compte des impacts, en tenant compte des effets multiplicateurs qu'il y a au niveau de l'économie. Donc cette situation fait que nous sommes dû réviser la croissance économique. Je prendrai un simple exemple. Dans la loi de finances initiale, nous avions une projection de $42 le baril gabonais. Nous arrivons à une croissance qui était projetée à 4,2%. Maintenant, dans nos projections actuelles, en tenant compte de la baisse soutenue des prix, nous nous mettons dans un contexte d'environnement bas des coûts du pétrole. Ça signifie que le Gabon doit apprendre à vivre avec des prix bas du pétrole. Les prix de $100, $140, pour l'instant, c'est fini. Dans notre stratégie, il faudrait considérer que jusqu'en 2019, en gros, nous allons voir des prix faibles du pétrole. Ça signifie que pour maintenir une certaine dynamique au niveau de l'activité économique, il faudrait prendre certaines mesures pour préserver la croissance. En révisant les coûts du pétrole, hypothèse $30, nous arrivons toujours à un niveau de croissance de 3%. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faudrait que la croissance soit auto-entretenue. Il faudrait qu'elle promette des secteurs qui créent en fait des emplois. Donc des secteurs où, en effet, cet aspect d'économie diversifiée est une réalité. C'est très important parce que les enjeux que nous avons aujourd'hui en tenant compte d'un secteur qui ne fonctionne pas très bien, le secteur pétrolier, qui, avec comme corollaire quelques licenciements, même au secteur pétrolier directement, et au niveau des services pétroliers, nécessite absolument de prendre des mesures correctives. Pour cette deuxième partie, Régis Simongo, je ne suis pas seul. Louis-Philippe Bandiga nous a retrouvés. Oui, monsieur le ministre, avec 83%, sinon plus de 80%, au niveau des recettes d'exportation, on peut dire que le pétrole pèse encore de tout son poids dans l'économie gabonaise. Vous avez raison, il pèse 85% des recettes d'exportation. Ça signifie que la grosse partie des devises au Gabon provient du secteur pétrolier. Donc le secteur pétrolier est important pour l'économie gabonaise. Il est aussi important pour le budget, parce que jusqu'à présent, c'est à peu près 50% des recettes budgétaires. Donc avec une chute de ce niveau des coûts du pétrole, nous avons comme corollaire la perte des revenus. Vous avez parlé entre 2014 et 2015, nous avons une chute de 25%. Mais là, entre 2015 et 2016, avec les cours actuels, il faut escompter une baisse de revenus de 200 à 300 milliards de francs CFA. Donc c'est clair. Et donc, à très court terme, quelles sont les recettes, quelles sont les techniques, les stratégies qui ont été mises en place pour résister au contre-coup de cette situation? D'abord, les stratégies, c'est de poursuivre. Vous savez, dès 2009, le chef de l'État avait dit qu'il fallait qu'on sorte de cette dépendance du secteur pétrolier. Il fallait sortir la tutelle du secteur pétrolier sur l'économie. C'est très important. Et heureusement d'ailleurs même qu'il a commencé à mettre en œuvre cette stratégie. Parce que si nous n'avions pas, si l'économie gabonaise n'avait pas commencé son effort de renforcer sa résilience, on serait vraiment dans une situation assez catastrophique. Mais nous voyons bien que depuis 2010, le secteur non pétrolier a été le moteur de l'économie gabonaise, le moteur de croissance de l'économie gabonaise. C'est seulement en 2015, avec la croissance du secteur pétrolier de 8,5%, compte tenu du fait que la production pétrolière était de 11,9 millions de tonnes, que le secteur pétrolier a eu le rôle de relayer la croissance. Mais de 2010 à 2014, c'est le secteur non pétrolier qui était le moteur de la croissance. Donc il faudrait continuer dans ce sens. Il faudrait que nous puissions renforcer nos stratégies dans les secteurs porteurs de croissance. L'agriculture, l'agro-industrie, l'agriculture déjà, on parle du programme Graines, mais c'est une réalité aujourd'hui. Parce que si nous arrivons à
à renforcer nos capacités de production alimentaire. Ça nous fait des économies en matière de devises. Ça nous fait la réduction des importations. Tout cela, ça crée un effet auto-entretenu de circulation de la richesse au niveau de l'économie. Il faudrait poursuivre dans les cultures de rente, l'agro-industrie. L'EVA aujourd'hui, qui a rapporté par le passé, mais confronté à des aléas aussi des cours, des fluctuations des cours, mais avec les opérateurs que nous avons là international, SIAT aussi qui accroît ses importations, le Gabon peut être le deuxième ou troisième producteur d'EVA au niveau de l'Afrique. Si on reste dans la stratégie, au niveau théorique, le plus souvent, lorsqu'on veut relancer l'économie, on s'appuie soit sur la consommation ou l'investissement. À votre niveau, qu'est-ce qui a été fait? D'abord, pour commencer, je veux dire la croissance qui a été soutenue durant ces dernières années a été soutenue par l'investissement public et par la demande, parce qu'il y a eu la consommation. C'est normal. Il y a eu une injection de liquidité dans l'économie, parce qu'il y a eu l'augmentation des revenus, l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de l'investissement. Ça a créé donc un effet aussi au niveau de la demande au sein de l'économie. Maintenant, cette situation, il est clair que la demande baisse, puisque rien que la demande publique, puisque quand on baisse le budget d'investissement, ça signifie que nous avons une décroissance à ce niveau. Bon, nous comptons sur quoi? Nous comptons sur le règne du secteur privé. C'est très important. Le secteur privé a commencé à jouer un rôle moteur à ce niveau. Il faut capter davantage l'investissement direct étranger. Il faudrait encourager les partenaires publics-privés pour relier tout simplement le rôle de l'État au niveau de cette période. Je précise qu'en début, dans 2010-2011, on a un budget d'investissement qui était de 800 milliards, 900 milliards. Là, nous les avons ramenés à peu près à 500 et 600 milliards. Donc, il faut tenir compte de ça, permettre maintenant d'attirer davantage d'opérateurs du secteur privé pour remplacer l'effort de l'État dans le domaine infrastructurel, dans le domaine de la création de la richesse qui permet de distribuer des revenus au Gabon. Votre gouvernance économique a été critiquée notamment par deux anciens premiers ministres. Le premier s'en prenait au budget, notamment la loi initiale et la loi rectificative de 2014, et le deuxième évoquait en fait un manque de prudence dans votre gouvernance et disait que vous alliez directement vers le mur. Comment vous prenez ces critiques? Surtout qu'il vous reproche, le dernier, de ne pas être à l'écoute. Le dernier, c'est qui? Le premier, c'est qui? Oui, le premier, c'est l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba, et le deuxième, c'est Raymond Dorossima. Bon, je vais commencer par le dernier. Je pense que le dernier, il n'y a pas longtemps, il était dirigé ce gouvernement. Je pense qu'il est à la fois comptable et responsable de ce qui a été fait. Je précise que, en tant que Premier ministre, nous n'avons pas eu à écouter les déclarations de M. Dorossima à l'époque, qui faisait ressortir que les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement étaient erronées. Je n'ai pas souvenance de cela, du moins, sauf si j'aurais peut-être été absent au niveau de certains épisodes. Oui, mais donc ça pose problème quand même. Oui, toutefois, il disait ça, que nous ne sommes pas suffisamment avancés pour pouvoir partager les flux de la croissance. Mais vous savez, ça même le chef de l'État le dit. Le chef de l'État aujourd'hui signifie que s'il a mis en place le pacte social, c'est pour permettre que nous puissions renforcer le partage des revenus. C'est une réalité. Nous avons la croissance, mais on sait tous qu'elle n'est pas assez inclusive. Elle ne permet pas aujourd'hui que tous les Gabonais puissent bénéficier des effets de cette croissance. Voilà pourquoi le pacte social, c'est la traduction de ce constat, de cet échec que le chef de l'État a signifié. Ici même d'ailleurs au stade d'Agongé. Il a dit clairement qu'il faudrait mettre en place une stratégie qui vise à lutter contre la précarité. Précarité zéro, ça n'existe pas. Mais il faut faire des efforts pour renverser cette tendance. Le chef de l'État l'a reconnu et il a mis en place une stratégie. J'aurais aimé tout simplement que M. Dorossima, Premier ministre à l'époque, puisse reconnaître cela, dire clairement que nous avons un problème. Les politiques publiques que nous menons, que je mène en tant que Premier ministre, ne permettent pas de lutter fortement contre la précarité. Je demande que nous puissions renverser les choses et aller dans un autre sens. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est facile quand on est sorti d'un gouvernement, qu'on considère maintenant que tout ce qui a été fait, et qui était à l'époque même apprécié par lui, aujourd'hui est critiquable. C'est ça le problème. Vous parlez de cela, bon, je n'ai pas suivi les propos de M. Dorossima, mais je préfère plutôt répondre. Il aurait été préférable que M. Dorossima le dise haut et fort quand il était notre chef pour dire que voilà, nous partons vers le mur, mettre ces politiques publiques
ne permet pas du tout, mettre en place ces politiques ne permet pas du tout de répondre aux préoccupations des Gabonais. Et le premier, mais ce n'est pas le cas. Voilà, et le premier qui vous reprochait de n'avoir pas pris des hypothèses très prudentes en 2014. Vous savez, d'abord, en 2014, je précise bien que quand la loi de finances 2014 était élaborée, qu'on l'a signifié, les cours étaient supérieurs à $100. Même les compagnies pétrolières ne prévoyaient pas, ont arrêté le budget avec $100, $120. Le Gabon, dans la loi de finances initiale, avait pris des hypothèses d'un cours à $80. Et par la suite, en tenant compte de la situation qui se dégradait, a eu le courage de pouvoir revoir ces hypothèses, d'arrêter comme cours du baril à $40. C'était la démonstration de la prise en considération de ces aspects. Voilà. On vient de parler avec Louis-Philippe Badinga de tout cet impact du pétrole dans notre économie, mais il n'y a pas que le pétrole comme ressource au niveau donc, de l'économie gabonaise. Quelle est la politique en matière de niche fiscale? Vous savez, il a parlé du pétrole, c'est normal, parce que le pétrole a encore une importance au niveau de l'économie gabonaise, au niveau des recettes. Les niches fiscales, mais il y en a. Déjà sur le plan même de la fiscalité pure. Aujourd'hui, sans pour autant aggraver la pression fiscale, nous cherchons à élargir la base fiscale. Nous avons encore une partie du secteur qui n'est pas formalisée. Donc il faudrait que nous puissions lutter contre le secteur informel, surtout le secteur informel illégal. Bon, ce n'est pas la maman qui vend ses beignets, ce n'est pas cela. C'est ceux qui trichent, qui ont des activités très connues et très soutenues, mais qui malheureusement ne payent ni impôts, ni droits de douane, ainsi de suite. En canalisant ce secteur informel vers le côté formel, ça permet de pouvoir donc renforcer le recouvrement. Vous parlez de redressement pour ces activités? Non, le redressement, le redressement aussi, vous savez qu'il y a la pratique d'effectuer les contrôles fiscaux, de vérifier si les déclarations faites sont conformes. Ça, c'est normal et chaque entreprise subit ces contrôles fiscaux. Dans ce contexte spécifique, les unités de la direction générale des impôts, comme celles de la douane, sont vigilantes. Nous essayons de faire renforcer donc, les contrôles afin d'améliorer le recouvrement des recettes. En dehors de cela, vous savez qu'il y a une pratique aussi des dépenses fiscales, donc d'exonération. Nous essayons de voir quelles sont les exonérations que nous pouvons revoir à la baisse sans pour autant remettre en cause la compétitivité de l'économie gabonaise. Donc c'est tout cela, c'est plusieurs mesures aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en pratique pour maintenir une tendance au niveau du recouvrement des recettes. Parce qu'il est clair qu'avec la baisse des revenus pétroliers, il faudrait trouver des relais pour permettre à l'État de continuer à remplir ses missions et ses obligations. Oui, Régis Ibongo, on peut s'étendre. C'est vrai, le FMI vous reproche par exemple des exonérations au cas par cas. Mais discutons un peu dette intérieure. En ce qui concerne la dette, on a constaté que votre gouvernement a beaucoup négligé le secteur privé avec des lenteurs dans la liquidation de cette dette. Quelle est la situation de la dette publique au Gabon? D'abord, en ce qui concerne, je pense qu'il n'y a pas une volonté du gouvernement de négliger le traitement de la dette intérieure. Entre 2010 et 2014, des efforts remarquables ont été faits. Budget d'investissement très fort, il n'y avait pas du tout une situation où les entreprises n'étaient pas payées. Mais il y a eu un contre-coup, qu'il faut reconnaître, depuis 2014 avec la baisse des revenus, et 2015 aussi. Donc nous avons eu un problème au niveau de certains chantiers, et le corollaire a été l'arrêt de certains chantiers. Et le ministre de l'économie, et le ministre plutôt du budget, a eu des entretiens avec le secteur privé pour essayer de trouver des voies permettant à apurer de façon progressive cette dette. Et des efforts remarquables ont été faits en 2015. Et nous continuons toujours dans le même sens. Maintenant, vous parlez de la dette publique gabonaise, nous avons la dette extérieure, la dette intérieure. La dette publique gabonaise, retenez que c'est 3 000 milliards, parce qu'en tenant compte du renchérissement du dollar, donc c'est un impact au niveau de l'encours de la dette. 3 000 milliards de francs CFA. Sur ces 3 000 milliards, retenez que 90% c'est la dette extérieure, 10% c'est la dette intérieure. La dette intérieure, c'est la dette qu'on appelle la dette commerciale, donc la dette à l'égard des petites entreprises, la dette bancaire principalement. On va revenir quand même sur ce... Je tiens quand même à ce que vous éclaircissiez les téléspectateurs. Ces petites entreprises qui doivent permettre justement la croissance économique, si votre gouvernement ou sinon votre administration ne les appuie pas, comment peuvent-elles survivre avec cette crise? Non, je précise que le gouvernement appuie les petites entreprises. Mais comprenez bien que n'importe qui va se lever le matin pour dire que l'État me doit. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de choses aussi par rapport à ça. On a fait des audits, on a constaté qu'il y avait aussi des fausses créances.
Si l'année dernière, il y a eu plusieurs annulations, c'est parce qu'il y a des opérateurs qui n'ont pas joué le jeu aussi. Donc c'est normal que nous puissions examiner ces créances. Donc vous dites que vous êtes peu redevable? Non, 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 je n'ai pas dit cela. Si je dis qu'il y a, nous avons la dette intérieure et nous sommes en train d'apurer de façon progressive ces arrières, nous constatons. Mais je précise que par rapport aux chiffres annoncés, bon, parce que j'écoute bien de choses là, on devrait 1000 milliards aux entreprises sur le plan interne, on devrait aux PME 200 milliards, mais je voudrais bien savoir quel PME peut préfinancer pour 10 milliards de travaux ou 30 milliards, quelle petite et moyenne entreprise? Que doit-on comprendre par là? Non, je dis qu'aujourd'hui, l'État reconnaît devoir à certaines entreprises. Et nous avons arrêté un plan d'appurement, mais sur la base d'une dette réelle et certaine. Voilà pourquoi au niveau du ministère du Budget, ils ont mis en place des équipes qui visent à auditer cette dette, afin que si cette dette est certifiée, réelle, nous procédons au règlement. On a commencé d'ailleurs, on a commencé en 2015 et nous allons poursuivre en 2016. Mais il est clair qu'aujourd'hui, l'État doit au secteur privé. Nous faisons tout pour déceler cette contrainte parce que si le secteur privé ne tourne pas, comment vous voulez que nous puissions suivre la croissance? Et à propos de la dette extérieure? Justement, oui, pour parler dette extérieure, on peut déjà se poser la question, est-ce que cette dette, l'encours de cette dette respecte les critères de convergence EMAC? D'abord, convergence EMAC, c'est 70%, ratio de dette par rapport au PIB, 70%. Nous sommes en deçà de 70%. Et en français facile, qu'est-ce que ça signifie? Le ratio, c'est quoi? L'encours de la dette. Il faudrait que l'encours de vos dettes que vous avez, je disais 3 000 milliards, il faudrait que ce soit, si on prend l'encours de la dette, on divise par la richesse créée, donc le PIB, le produit intérieur brut, il faudrait que le pourcentage soit inférieur à 70%. Et il correspond à quoi actuellement donc? En fait, actuellement, j'ai dit qu'il correspond à peu près à 40%. Quand vous intégrez les avances dues par le Trésor à la Banque centrale, donc à peu près 40%. Mais je précise qu'il aurait pu être plus faible. Mais le grand problème, c'est que quand vous prenez, je disais, vous prenez la dette par rapport au PIB. Oui. Avec la détérioration des termes de change, ça signifie que le dénominateur, donc le PIB, décroît. Oui, avec monsieur le ministre, avec comme corollaire, bien sûr, donc la dégradation des ratios. C'est un langage un peu trop compliqué pour les populations. Je me souviens d'un député à l'Assemblée nationale qui s'en plaignait d'ailleurs. Alors, Régis Bongo, les populations ces derniers temps ont entendu beaucoup de choses. Emprunt obligataire, emprunt. On a l'impression d'un trop d'emprunt. Bon, vous savez, je vous dis vraiment, on comprend rien. À un moment, on attaquait le gouvernement de financer les investissements à travers les ressources propres. On disait, ces ressources propres que nous avons, pourquoi les affecter au financement d'infrastructures? Parce que c'est mieux qu'on le fasse avec des emprunts. Infrastructures qui coûtent assez élevées. Qui coûtent assez élevées. On a entendu ces critiques aussi, pour dire qu'on a des revenus très forts en 2010 et 2014. Ces revenus, au lieu de pouvoir financer les routes avec, ainsi de suite, on aurait pu faire autre chose, plutôt nous endetter pour financer les infrastructures. Un pays peut s'endetter, mais l'essentiel de savoir sur quoi s'endetter. C'est très important. Il faudrait d'abord un endettement sain, et il faudrait que l'endettement puisse avoir un effet de retour appréciable, un effet de retour économique et social. Quand nous endettons pour construire un barrage, l'impact économique est très fort. Aujourd'hui, on sait que le fait d'avoir une faiblesse d'infrastructure nous perdons des points de croissance. Quand nous endettons pour construire une route, ça permet de renforcer la fluidité. Donc l'impact économique est considérable, social aussi est considérable. Mais quand nous endettons pour du fonctionnement, bon, peut-être pour le train de vie des administrations, c'est là où c'est pas bon. Mais comment en être sûr? Mais comment en être sûr? Oui, non, je dis comment en être sûr si vous n'avez pas une agence, parce que j'ai l'impression que votre gouvernement aussi néglige les chiffres. L'agence, l'agence des statistiques aujourd'hui n'est pas fonctionnelle. Non, les chiffres, c'est très important. Vous savez que si aujourd'hui on publie des staff reports, quand les missions du Fonds monétaire viennent travailler ici, c'est sur la base des chiffres qui sont sortis. Mais il faut reconnaître, et c'est pour cela qu'on a créé une agence des statistiques, parce que nous avons une faiblesse au niveau des statistiques, surtout sectorielles. Nous voulons renforcer nos capacités. C'est très important d'avoir des statistiques. Ouais, ça permet de voir l'impact des politiques publiques sur la vie et sur les différents agrégats. Nous avons une deuxième partie dans le Ndimba. Donc je vous propose maintenant, Monsieur le Ministre, de voir les secteurs prioritaires pour la diversification justement de l'économie gabonaise. C'est ce reportage qui vient. Si le processus de diversification de l'économie n'a pas encore pris sa vitesse de croisière, il en prend toutefois le chemin.
D'après les prévisions, en termes de croissance, le poids du secteur pétrole, qui était de 22,5% en 2015, devrait tomber à 13,7% pour 2016. Le pétrole continue donc d'occuper une place importante dans l'économie gabonaise, mettant nettement à reculer au fur et à mesure que d'autres secteurs d'activité, porteurs de croissance à leur tour, se développent. D'ici 2020, plus aucune matière brute ne sera exportée sans avoir subi une transformation locale au préalable, avait annoncé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion du TICAD 5. Message reçu dans le secteur bois, avec plus de 130 usines de transformation recensées en 2015 et un volume de bois transformé 4 fois supérieur à celui de 2010. Même chose du côté des mines, avec le démarrage en 2014 du complexe métallurgique de Moanda, capable de produire jusqu'à 20 000 tonnes de manganèse métal par an. Le Gabon industriel a donc commencé à prendre son envol et la zone économique spéciale de Nkok, à 30 km de Libreville, en est la plus belle illustration. 84 investisseurs de 15 nationalités différentes ont choisi d'y installer une unité de production. À noter pour finir la percée du Gabon vert qui multiplie les projets d'investissement dans l'agriculture. Démarré en 2014, le projet Graines mise notamment sur les cultures de rente pour faire du Gabon le deuxième producteur d'huile de palme et le troisième producteur de caoutchouc en Afrique d'ici 2020. Régis Simongo, dans cette deuxième partie du débat, nous abordons les questions de diversification de l'économie gabonaise. Mais tout de suite, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi, lors de vos déplacements, les hommes d'affaires gabonais ne vous accompagnent pas? Bon, pas mal. Je précise, lors de mes déplacements, même ceux du chef de l'État, le chef de l'État avant a même demandé que les hommes d'affaires gabonais, la Chambre de commerce, puissent être présents. Il y a eu... par exemple, en Turquie, il y avait la Chambre de commerce, les opérateurs. C'est vrai qu'au cours de mes déplacements aussi, j'ai eu invité quelques opérateurs. Le problème qui se pose, c'est le plus souvent la prise en charge. Là, nous sommes invités pour le forum en Égypte, le forum économique en Égypte. Nous avons invité quelques opérateurs économiques. Et dernièrement, à Milan, à la foire de Milan, nous avons pris en charge le déplacement de quelques opérateurs économiques. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est vrai que ce n'est pas du moins... une pratique permanente, elle est liée simplement au problème de prise en charge, parce qu'il y a certains opérateurs arrivent et d'autres ne peuvent pas. Et ce sont des coûts qui sont considérables le plus souvent. Je ne suis pas seule pour animer ce débat concernant la diversification de l'économie gabonaise. Jonas Osombe nous a retrouvés. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Monsieur le Ministre, on va parler justement, comme l'a dit Patricia, de diversification de l'économie. Bon, on ne saurait en parler sans qu'on ne sache exactement quels sont les secteurs prioritaires qui devront permettre au Gabon de sortir de l'influence du pétrole. D'abord, je dis que nous avons un avantage. Le Gabon a un avantage même par rapport aux autres pays, et même par rapport à un passé récent. On fait des reproches d'absence de stratégie bien cernée. Aujourd'hui, le Gabon a une stratégie. On sait exactement dans quel sens partir et quels sont les outils qui permettent d'arriver à cet objectif recherché. Le plan stratégique Gabon émergent a des piliers. Donc cette recherche d'une économie diversifiée se fait à partir de ces piliers qui ont été définis. Oui. Je n'ai pas besoin de rappeler, c'est connu maintenant, Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Les secteurs porteurs de croissance. Tout à l'heure, je parlais du secteur agricole, qui est déjà illustré par le Gabon vert, qui est de valoriser le sol gabonais. Le projet Graines. Retour à la terre, projet Graines. C'est l'entrepreneuriat. Et quand on voit l'adhésion de la population gabonaise, j'étais dans le Haut-Ogooué il n'y a pas longtemps quand le chef de l'État a lancé le programme Graines. Et bien avant, en Ogololo, dans l'Angounié, dans le Wolantem et dans le Gouévido. Quand on voit, je peux dire, la détermination des populations par rapport à ce projet, c'est que le Gabon peut valoriser son sol. Le Gabon peut permettre de produire. Le problème jusqu'à présent, Régis Simongo, c'est aujourd'hui, l'agriculteur gabonais n'était pas revalorisé. Alors, comment faire en sorte qu'également il y ait un élan par rapport à ces projets? Comment faire en sorte? La première chose, le Gabon a subi, comme les autres pays, qui est riche en matières premières, ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a, de façon simple, un moment quand il y a une ressource qui permet d'avoir des revenus,
la tendance est de créer de la trophie au niveau des autres secteurs. Ouais. Donc le secteur agricole qui, à l'époque, était déjà quand même intéressant. On a des producteurs d'arachide, de cacao, de café, de riz même, a connu en fait son déclin à cause de cela, parce que les gens n'étaient pas intéressés. On allait plus travailler dans les zones minières, les zones pétrolières et tout, et en négligeant un secteur. C'est ça la traduction. Mais aujourd'hui, nous voulons, en tenant compte de l'effet revenu, parce que nous importons près de 350 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Donc ça signifie qu'il y a une masse de revenus qu'on peut capter, qu'on peut recycler au niveau de l'économie gabonaise. Donc le secteur agricole, c'est un secteur porteur de croissance. Ça, c'est l'agriculture en ce qui concerne la production alimentaire. Maintenant, je parlais des autres secteurs. Vous avez parlé de l'huile de palme, de l'EVA aujourd'hui, qui sont des cultures de rente. Dans ce domaine, le Gabon le démontre. Je n'ai pas besoin de faire la pub de certains opérateurs. Vous pouvez constater, en allant à Kango, en allant à Bitam, en allant à Minzik, en allant à Lambaréné, en allant aux enclavés de Fougamou, l'accroissement, le développement des plantations d'EVA et d'huile de palme. Tout cela, ce sont des secteurs porteurs de croissance. Ça, c'est le volet agricole. Oui. Maintenant, le volet industriel. Vous avez rappelé, le chef de l'État a été même avant-gardiste. L'article 5, il a signifié qu'il a proposé à ses pairs de prendre 2020 comme date butoir de l'arrêt d'exportation grume des ressources naturelles. C'est simple. Aujourd'hui, on voit qu'en exportant brut nos ressources naturelles, l'impact sur l'économie, l'effet multiplicateur n'est pas aussi considérable. Alors que quand nous faisons le processus, quand on fait la transformation, l'effet multiplicateur est considérable. Je prends un simple exemple qui illustre cela. Comilog, deuxième producteur mondial de manganèse de haut niveau. Effectif au stade de la production seulement, l'exploitation brute de ses ressources. Effectif 1500 employés. Monsieur le ministre. Le complexe métallurgique de Mwanda. Allons-y un peu. Ça, c'est un exemple. L'objectif de cette émission, émission, le complexe métallurgique de Mwanda. Oui, allez-y. Aux Gabonais qui habitent les quartiers, comment lui il fait pour ne pas compter sur le pétrole et comment demain il peut compter sur l'agriculture. Est-ce que au niveau de l'agriculture, nous savons que pour s'investir là-dedans, il faut la main-d'œuvre. Est-ce que le Gabon, avec 1 800 000 habitants, peut-il tenir les engagements qui sont tenus, qui sont ceux de graines ou d'autres projets agricoles? Moi, je reviens parce que je viens au secteur agricole, parce que vous m'avez parlé de différents secteurs. Je partage au secteur industriel. Oui, la terre, c'est quand même... on reste le secteur agricole, on vient. Vous avez raison. Aujourd'hui, on a une population de 1,8 million d'habitants. Nous voulons développer le secteur agricole. Il est clair que nous sommes confrontés aussi à un point de main-d'œuvre. Il faudrait que les Gabonais, surtout si les jeunes n'arrivent pas à s'intéresser à cette activité, il faudrait qu'on sache qu'inévitablement, nous serons contraints aussi de recourir à la main-d'œuvre étrangère. Ça, il faut le dire. Ne soyons pas de toute façon, un euphémisme qui ne dit pas son nom. Il est clair qu'aujourd'hui, pour développer certains secteurs, nous avons besoin aussi de la main-d'œuvre étrangère. L'essentiel, la question qui est posée. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des ingénieurs agricoles, parce qu'on peut avoir il y a plusieurs aspects. J'ai dit il y a plusieurs aspects. Là, vous parlez de l'agriculture vraiment de base. Par exemple, on a des coopératives aujourd'hui. Moi, je prends un exemple. Nous avons des coopératives d'engraines, que ce soit dans le Gololo, dans le Guevindo. Certains responsables de coopératives sont confrontés même à la main-d'œuvre de base. Vous comptez sur quel type de Gabonais, pour mettre en place cette politique? Oui. Mais c'est simple déjà. Les Gabonais qui sont déterminés. Aujourd'hui, les Gabonais qui sont déterminés. Qui sont déterminés. Oui. Aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les quantifier? Mais c'est simple aujourd'hui. D'abord partir, il faudrait d'abord se reformater un peu l'esprit. Oui. Parce que si vous êtes jeune, vous considérez que l'agriculture ne permet pas de nourrir son homme, on peut tout faire. Vous ne serez pas intéressé à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons un focus dans le cadre du programme Graines. Nous constatons qu'il y a vraiment une attractivité du côté des femmes. Les femmes sont intéressées. Les personnes d'un certain âge dans les villages sont intéressées. Mais les jeunes ne sont pas autant intéressés. Voilà pourquoi, si on n'a même pas de mécanismes même pour essayer de voir comment encadrer ces jeunes, comment donner la formation à ces jeunes, les jeunes qu'on envoie en formation en Malaisie, pour former d'autres, c'est pour montrer clairement aux Gabonais qu'ils peuvent bâtir, ils peuvent devenir riches avec l'agriculture. Ce sont ces Gabonais déterminés qui pensent qu'au lieu de partir faire, au lieu de conseiller simplement que
la richesse de quelqu'un, ce sont les bureaux, c'est l'administration Monsieur le ministre, qui peuvent aller dans l'exploitation de la terre. Monsieur le ministre, on a Nous l'impression... pouvons arriver à cela. Monsieur le C'est ministre, très important. nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais sauf qu'on a l'impression au niveau des notations, parce que nous sommes dans un monde en pleine mondialisation où on ne vit pas en vase clos. Il y a simplement que la dernière notation classe le Gabon à la 105e place en termes de diversité et en termes de mouvement de son économie. Est-ce que là, il n'y a pas moyen d'être craintif ou est-ce qu'on a de quoi être rassuré par rapport à un classement pareil? Ça, c'est un point peut-être qu'on va aborder par la suite. Vous êtes sur le secteur agricole. On termine Oui, sur ce point. oui, nous avons compris qu'effectivement, l'agriculture... Vous m'avez demandé les Jonas, secteurs, des secteurs de croissance. Je vais renchérir dans ce secteur. Si vous avez terminé par agricole, vos secteurs de vous avez croissance, parlé bon, oui. d'avoir de la main-d'œuvre étrangère. Vous pensez à quel pays? Il n'y a pas un choix spécifique. Il est clair qu'aujourd'hui, moi Parce je que le nous précise. voyons également en fait, une main-d'œuvre asiatique Il est clair aujourd'hui. à l'intérieur. Non, il est clair qu'aujourd'hui, vous irez dans les plantations d'EVA au niveau de musique. Je suis parti, j'ai visité. Oui. Malgré les efforts qui sont faits, vous allez constater qu'il y a des Gabonais qui sont intéressés. Il y a d'autres où il y a un problème de main-d'œuvre dans certaines plantations. Et la main-d'œuvre que vous trouvez, le plus souvent, c'est la main-d'œuvre burkinabé ivoirienne, qui ont déjà en fait, beaucoup d'activités à ce niveau. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas à s'offusquer quand du moins la main-d'œuvre vient au Gabon pour nous apporter un plus en valeur ajoutée au niveau de l'économie. Il n'y a pas à s'offusquer. Monsieur le ministre, il ne faudrait pas avoir des idées un peu... Oui, il va poursuivre, c'est la même question en fait. Oui. Monsieur le ministre, on nous dit qu'en réalité, il s'agira de faire venir des Malaisiens ou des Chinois, comme ça se fait partout, un peu dans les autres pays. Première chose, si pour booster l'économie gabonaise, et si on constate que les impacts sont considérables, qu'il faudrait recourir à la main-d'œuvre chinoise et asiatique, ça c'est mon point de vue. Je ne m'offusque pas. Je vous le dis que je ne m'offusque pas du tout. L'essentiel est que pour nous, de tout faire, de mettre en place des mécanismes qui visent à renforcer la formation des Gabonaises et des Gabonais, afin qu'ils puissent remplacer ces étrangers qui viennent peut-être pour un moment précis, afin de booster ces économies. Il faudrait qu'on ait une stratégie de revolving. C'est très important. On a vu dans le secteur de transformation, je pourrais peut-être aborder un autre secteur, le secteur du bois. Un secteur sur lequel nous misons aussi pour renforcer la transformation. On a constaté, les opérateurs ont signifié, quand j'étais ministre de l'Industrie, j'ai fait des enquêtes. Pour passer à la troisième transformation, on a besoin d'une expertise, on a besoin des affûteurs, on a besoin donc de ceux qui connaissent vraiment ce métier. Et le plus souvent, les opérateurs sont confrontés à cela. Et qu'est-ce que j'ai des opérateurs? J'ai dit, on peut mettre en place une stratégie. Vous avez besoin, pour lancer vos activités, de la main-d'œuvre étrangère. On vous autorise à importer, par exemple, 5 étrangers, mais à vous de mettre en place une politique de formation des Gabonais. Pour que, dans 1 an, dans 2 ans, 5 Gabonais remplacent les 5 étrangers avec une formation renforcée. Vous faites bien de parler de partenaires stratégiques et de partenaires extérieurs. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, désormais, en fait, le Gabon, dans sa politique de diversification, a beaucoup plus tendance à aller vers l'Asie. Hier, la Chine, aujourd'hui la Malaisie. Est-ce que... Ça pose un problème? On aimerait comprendre, les Gabonais veulent comprendre. Je demande si ça pose un problème. Non, on veut comprendre. Bon. Pourquoi la Chine aujourd'hui est-il le premier partenaire économique du Gabon? Vous savez que les pays européens, les pays américains cherchent à capter le marché chinois, vous le savez moi. Mais vous parlez de diversification. Mais non. Ça ne va que vers un seul pôle. Non, mais partons c'est l'impression que vous d'abord de ce constat. Oui. Durant un bon bout de temps, avec le Gabon, a été la charge de garder la France. Oui. Le Gabon n'a jamais été la charge de garder d'un quelconque pays. La volonté qu'on a toujours, c'était d'avoir plusieurs partenaires, qu'ils soient européens, américains, asiatiques ou africains. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de capter l'expertise, nous avons besoin aussi de vendre nos produits sur les marchés étrangers. La Chine est aujourd'hui l'un des partenaires stratégiques du Gabon. Parce que, qu'est-ce qui se passe simplement? Le bois que vous produisez... Le premier partenaire stratégique. Mais moi, je conseille le premier, c'est récemment. Il n'y a pas longtemps, c'est la France. Le premier partenaire stratégique en tant que client. Mais en tant que fournisseur, la Chine n'est pas le premier partenaire. Bon, en tant que client, nous vendons en Chine. Ça signifie que la balance commerciale entre la Chine et le Gabon, elle est plutôt positive du côté du Gabon. Parce que nous vendons en Chine. En tant que fournisseur, la Chine est aujourd'hui
le troisième fournisseur du Gabon. Par rapport à ces visiteurs, donc à ces partenaires diversifiés, je voudrais donc également peut-être souligner un secteur de diversification, le tourisme. J'étais au niveau du secteur industriel, Oui. où je prenais l'exemple du complexe métallurgique. Laissez-moi terminer pour montrer vraiment l'impact de cela. Oui. Je reviens pour le complexe industriel de Mwanda. Je disais que comme il est le deuxième producteur de manganèse au monde, pour le manganèse de degré élevé, 1500 employés, pour une production de 3,7 millions de tonnes, 4 millions de tonnes. Le complexe métallurgique de Mwanda, qui ne transforme qu'à peu près 3 ou 4% de la production de manganèse, 432 emplois directs, le même nombre en emplois indirects. Vous voyez l'impact de la transformation sur l'économie. Ça crée donc enfin un dynamisme économique. Ça peut avoir un effet multiplicateur sur l'économie, parce que le complexe métallurgique du Mwanda, ça a un impact considérable sur la création de l'emploi, la formation, le secteur tertiaire. Parce que nous voulons aujourd'hui que la part du secteur primaire, donc la part des ressources naturelles au niveau de l'économie puisse être plus réduite, pour permettre que ce soit le secteur secondaire, donc la transformation de l'industrie, et les secteurs tertiaires des services. Le tourisme gabonais, c'est un secteur d'opportunité. Oui. Nous avons un territoire magnifique, une diversité des espèces qui n'a pas été valorisée. Alors le tourisme, c'est un secteur porteur de devises. Le tourisme rapporte aujourd'hui beaucoup de devises en France, par exemple. Au Gabon, on a l'impression qu'il n'est qu'au niveau embryonnaire. Je suis d'accord avec vous, c'est au niveau embryonnaire. Voilà pourquoi nous voulons renforcer les activités à ce niveau, en sachant que l'écotourisme peut nous apporter beaucoup au niveau de l'économie, en sachant aussi que le Gabon, c'est un hub. Libreville, c'est une plateforme que nous pouvons valoriser davantage pour capter des revenus issus du secteur touristique. Donc, c'est dire que c'est bien les secteurs aujourd'hui, bon, le temps ne permet pas, mais je vais vous citer plusieurs secteurs qui permettent aujourd'hui au Gabon la chance de pouvoir développer une économie diversifiée. L'occasion, Régis Mongo, de diversifier l'économie et les partenaires aussi. Le temps ne nous permet plus, parce que c'est effectivement une deuxième partie du débat très intéressante concernant la diversité de l'économie gabonaise. Nous allons maintenant aborder la troisième et dernière partie de notre émission, le Nzimba, après cette capsule. On oublie trop souvent de dire que c'est l'Organisation mondiale du commerce, et non le Gabon, qui a le contrôle sur les prix. L'OMC organise, avec des règles communes, le commerce entre les pays qui passent entre eux des accords validés par leur parlement. L'objectif est simple, aider producteurs, exportateurs et importateurs à s'organiser de telle sorte qu'au final, les consommateurs trouve de tout. Pour autant, le gouvernement gabonais s'est engagé dans une véritable bataille contre la vie chère depuis 6 ans. Une mobilisation qui, au final, pèse très lourd dans les poches de l'État. Chaque année, depuis 2010, plusieurs milliards de francs CFA sont engloutis dans la subvention à la farine de blé, afin de maintenir le prix du pain à 125 francs. Baisser, voire suspendre la TVA sur les produits de première nécessité importés, supprimer les droits de douane ou encore bloquer les prix, on pourra dire que le gouvernement a tout tenté pour essayer de soulager le panier de la ménagère. Un arsenal qui aura coûté au total à l'État plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Parallèlement, le gouvernement a régulièrement appelé les opérateurs économiques à plus de civisme en modérant leurs marges et les consommateurs à se mobiliser en appelant le 80-85, le numéro vert mis en place par la Direction générale de la consommation et de la concurrence pour dénoncer les prix prohibitifs de certaines denrées. Finalement, la baisse des cours mondiaux des produits alimentaires en raison de la chute du cours du baril n'aura pas été négative pour tout le monde. Les consommateurs gabonais auront pu constater une légère baisse des prix. Mesuré par l'indice harmonisé des prix à la consommation, le niveau général des prix est passé de 4,7% en 2014 à un peu plus de 2% en 2015. Monsieur le ministre, avant de réagir sur ce que vous venez de suivre, Jonas Osombe a une question pour vous. Monsieur le ministre, l'économie gabonaise se porte mal, vous l'avez déjà dit, et ça se ressent au niveau du contexte international qui, à travers les agences de notation, classe plutôt notre pays en très mauvaise posture. La dernière est celle de l'indice économique, paru le 2 février dernier, qui classe le Gabon à la 105e place mondiale. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? D'abord, je pense que je n'ai pas dit que l'économie gabonaise se portait mal.
parce que je préfère resituer les choses. Et elle m'a posé la question, est-ce que l'économie gabonaise était dans une situation assez confortable? Je dis bien, avec la chute des cours du pétrole, comme le rappelait le reportage, de 70%, il est clair qu'une économie qui subit encore une certaine tutelle du secteur pétrolier ne peut pas aller à merveille. Aujourd'hui, l'économie gabonaise évolue, puisque si nous arrivons à avoir une croissance, ça signifie que nous défendons peut-être même mieux que certains pays qui connaissent les mêmes problèmes que nous. Donc la situation est difficile, mais nous faisons tout pour trouver des solutions qui puissent maintenir la trajectoire. Mais pour le faire, il faudrait avoir le courage de prendre les mesures qu'il faut. Il faudrait vivre différemment. Il faudrait revoir la voilure au niveau de la dépense. Ce sont tous ces éléments que nous sommes en train de faire pour permettre que la viabilité des finances publiques puisse être un élément très solide pour renforcer le cadre macroéconomique. Ça, c'est un peu le planter le décor. Maintenant, vous avez parlé de... le Gabon, aujourd'hui, est noté par 3 agences de notation. Nous avons Moody's, nous avons Standard & Poor's, nous avons Fitch. Récemment, Standard & Poor's a eu à ramener la note du Gabon de B+ à B. Et au niveau de Fitch, nous sommes à B+ toujours. Au niveau de Moody's, nous sommes à l'équivalent de B-. Il est clair que cette situation, la notation regarde quoi? Regarde la capacité, au niveau de Standard & Poor's et Fitch Rating, il voit la capacité du pays à pouvoir répondre dans un horizon de court terme aux engagements de dette, principalement. Et dans un horizon de court terme, c'est vrai que la situation est difficile parce que quand vous avez une baisse des revenus, ça signifie qu'il peut y avoir un problème de soutenabilité par rapport au service de la dette publique. Si bien qu'on attire l'attention. Et je précise, si vous avez bien lu le communiqué de Standard & Poor's, ils ont précisé que la note du Gabon a été revue à la baisse parce qu'ils ont changé leurs hypothèses des cours du pétrole. Parce qu'avant, ils avaient comme hypothèse un cours du pétrole à plus de 50 et ils ont ramené les hypothèses de cours du pétrole à peu près à 40. Vous voyez, c'est en tenant compte de ça qu'ils ont fait un repricing général. Donc, tous les pays exportateurs de pétrole ont subi une dégradation. Ce n'est pas lié au fait que l'économie gabonaise n'est plus attirante. La preuve, c'est que nous continuons à avoir des demandes. Si récemment, je pense que c'était Philippe Badinga qui disait le Gabon a contracté des emprunts. Si on contracte des emprunts, c'est qu'aujourd'hui, la signature du Gabon est toujours appréciable. Si aujourd'hui l'économie gabonaise continue à croître, c'est que nous prenons des mesures qui visent à maintenir cette stratégie, cette trajectoire. Mais il faut dire que la situation est difficile. Les Gabonais ne peuvent plus s'amuser dans ce contexte. Il faut prendre les mesures qu'il faut. Nous avons une masse salariale qui est lourde. Nous avons des charges de fonctionnement qui sont là. Il faut s'ajuster quand les revenus sont moindres. C'est ça aussi la responsabilité. Avoir ce courage de pouvoir revoir les choses pour maintenir, pour ne pas casser la dynamique, c'est essentiel. Parce que sans quoi, c'est quoi? Vous foncez sans prendre des mesures et ça vous rattrape. Et c'est la faillite du pays. Un autre classement pour notre pays? Le classement, moi je parlais de... C'est pareil à ce niveau. Vous parlez de 105, il faudrait vérifier quel était le niveau avant. Mais quand on voit dans l'ensemble, et je dirais que nous ne réussissons pas. Le classement du Gabon au niveau du business, nous sommes 160, 150 sur 189. Nous ne sommes pas d'accord. Il faudrait qu'on fasse des réformes pour renforcer l'attractivité. Il faudrait qu'au niveau de l'administration, on comprenne que nous sommes des managers publics, pas des bureaucrates. Il faudrait attirer, il faudrait que quand un opérateur économique arrive à l'aéroport de Léomba, les policiers le reçoivent avec le sourire. Mais si par contre vous empêchez un opérateur économique d'arriver à l'aéroport de Léomba, vous lui faites des tracasseries, qu'est-ce qui se passe? Il y a un refus, c'est tout cela l'appréciation qu'il y a. C'est dans l'ensemble. Et aujourd'hui, si nous avons créé l'Agence nationale de promotion d'investissement, c'est pour essayer de sortir le Gabon de cette situation. Nous voulons être parmi les 10 pays qui attirent. Nous sommes dans un combat. Il faut aujourd'hui que nous attirions davantage. L'essor de notre économie, c'est d'avoir un secteur privé qui fonctionne. Et pour cela, il faudrait beaucoup d'investissements. Pour qu'il y ait beaucoup d'investissements, il faudrait attirer davantage. Un pays qui attire Régis Simongo et encore un autre classement, la 5e ville sur le continent, Libreville, la plus chère. Quelles sont les politiques mises en place en termes justement d'amélioration du panier de la ménagère? Parce que vivre à Libreville, ça coûte cher. Je dirais une chose, on ne peut pas dire que par décret en date de ce jour, Libreville ne sera plus cher. Donc il y a une politique, il faut des politiques structurelles. Tout à fait. Au niveau des produits alimentaires, il faudrait avoir de l'offre sur le marché. Là, c'est le mécanisme simple. Il faudrait avoir de l'offre sur le marché. Il faut qu'on ait des produits alimentaires. Il faudrait qu'on produise. Là, les tomates gabonaises coûteront moins cher, ainsi de suite. Il faut inonder le marché à partir de l'offre. Déjà en amont, oui. Mais les politiques structurelles,
il y a des réponses, des politiques d'offres. Et c'est ce que nous visons aujourd'hui avec Graines et puis les différentes politiques agricoles. Mais pour l'instant, pour éviter vraiment de subir finalement une inflation importée, depuis 2013, le Gabon a mis en place une défiscalisation de certains produits. Oui. Et 166 produits, le Gabon a renoncé à la fiscalité pour pouvoir en fait maintenir un niveau d'inflation appréciable à ce niveau. Et je précise que le maintien de cette défiscalisation a entraîné une perte de recettes de près de 40 milliards chaque année pour maintenir donc les prix moins chers. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi les politiques d'offres sont très importantes, et c'est cela. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'être à cette émission pour éclairer exactement ce que le gouvernement fait par rapport aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. C'est vrai que dans un temps court, il est impossible de tout aborder, mais nous sommes là pour pouvoir répondre à d'autres rendez-vous par rapport aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé sur notre économie. J'étais accompagnée dans cette émission de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Ossambé. Merci et à très bientôt sur ce plateau pour un nouveau Nzimba.